Les amis, Kabila sort de son silence et nous fait une annonce qui fait effet de bombe en nous disant que plusieurs évoquent la balkanisation, mais moi, je parle de la soudanisation. Kabila a raison et il sait de quoi il parle. Parce que les deux termes semblent être pareils, mais ils sont différents. Il y a une différence fondamentale entre les deux termes, mais les deux termes sont quelque part liés parce que l'un précède généralement l'autre. Je vais essayer de vous donner la différence entre la balkanisation et la soudanisation, mais j'aimerais déjà vous dire que le Congo est dans un processus de soudanisation depuis 1998. Et depuis 1998, le Congo n'est jamais sorti de ce processus de soudanisation qui devrait conduire à la balkanisation. Et il y a des étapes que Kabila a prises pour rendre cela matériel. Je vais toucher à la Constitution. Pourquoi on a inséré la décentralisation dans notre Constitution et pourquoi les accords du mouvement du 23 mars signés en 2009 parlent d'une gestion autonome de certaines régions du pays. La soudanisation, comme j'ai dit, précède la balkanisation. Je vais prendre l'exemple d'une maison. Dans une maison qui est composée d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine, d'un couloir, d'une salle de bain, où il y a des enfants et des parents qui vivent. Et à un moment, les enfants décident d'occuper la chambre en disant « ça c'est notre chambre, elle n'appartient plus à cette maison. Nous allons faire ce que nous voulons dans notre chambre et personne n'a le droit de regard. » Les filles font pareil, elles prennent en otage leur chambre. Quelqu'un d'autre prend la cuisine, quelqu'un d'autre prend le salon. Mais on ne divise pas la maison. On rend la maison tout simplement dysfonctionnelle. C'est-à-dire, si tu es dans la salle de bain, tu ne peux pas aller dans la chambre de l'autre parce que cette chambre est devenue autonome, au risque de te faire tuer. Et les personnes qui vivent dans cette maison jouissent d'une certaine autonomie, mais ne collaborent pas entre eux. Ce sont des ennemis. C'est ça la soudanisation. Implanter des groupes armés qui réclament l'autonomie du territoire sur lequel ils sont et ce territoire échappe au contrôle de l'État. Le pays est reconnu sur le papier comme un seul pays, mais dans le mode de fonctionnement, le pays est disloqué. On a connu ça en 1998 où on avait à peu près 4 administrations sur le territoire congolais, alors que le pays était reconnu comme un seul pays, mais il fonctionnait de manière dysfonctionnelle. Chaque groupe armé contrôlait un territoire et imposait ses propres règles sur ce territoire-là. Depuis 1998, on n'est pas sorti de ce schéma-là. Par contre, la balkanisation, c'est un processus d'éclatement en interne, mais un éclatement qui est officiel, où on prend la même maison, on la divise. Désormais, ce n'est plus une maison, mais la chambre devient une maison en elle-même, le couloir devient une maison en elle-même, la cuisine devient une maison en elle-même, et ces parties de la maison peuvent continuer à collaborer, à coopérer comme des États indépendants. Le truc avec la balkanisation, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, elle obéit à certaines règles. Mais dans le cas du Congo, la balkanisation est très difficile à mettre en place. La Chine, l'Inde et le Pakistan, c'était un seul pays au départ. Ils se sont balkanisés sur base de la religion, où les hindous sont partis de l'autre côté, les musulmans sont allés au Pakistan. Il y a des pays qui se sont, comme le Soudan, il s'est balkanisé sur base de la race et de la religion. Les arabo-musulmans sont restés au nord, les chrétiens noirs sont restés au sud. Le Congo est difficilement balkanisable à cause de sa composition ethnique. S'il faut diviser le Congo, vous le divisez en combien de parties? En 450 parties? Ça ne vaut plus la peine. Maintenant, quand Kabila parle de la soudanisation du Congo, il parle de quelque chose qui existe déjà. Il parle de quelque chose qui a été mis en place parce que le processus de balkanisation du Congo sur les bases de la religion ou de la race ayant échoué ou ne pouvant pas être mis en application,
Il faut balkaniser le Congo en le soudanisant d'abord, en rendant des territoires complètement autonomes, en y imposant des groupes armés qui fonctionnent de manière autonome et au final, on va officialiser le fait de l'occupation de ces territoires comme des territoires autonomes et en faire des pays. Et ce processus a commencé depuis 1998. Quand Kabila quitte le pouvoir, on nous parle de plus de 140 groupes armés. Où sont ces groupes armés? Ces groupes armés n'existent pas en réalité. Nous avons hérité de 2 groupes armés. Un groupe armé comme héritage du Rwanda, le RCD, qui s'est mué en RCD, en CNDP, en M23 aujourd'hui, et de l'autre côté, un groupe armé hérité de l'Ouganda, les ADF Nalu, qui se sont aussi mués en plusieurs groupes, les Codeco et d'autres groupes, pour s'aimer le désordre et rendre ces territoires complètement autonomes qui échappent au contrôle du pouvoir central. Kabila le sait. L'idée, c'était de faire que ces territoires échappent complètement à l'autorité de l'État pour qu'on puisse les rendre autonomes au travers de la constitution que nous utilisons aujourd'hui, qui a consacré la décentralisation et le morcellement du territoire afin que les petits territoires sous administration des groupes armés deviennent carrément des territoires indépendants. Voilà les concessions que Kabila a accordées au M23 en 2009. C'était pour que, au final, ce groupe armé qui occupe ces territoires finisse par réclamer complètement ce territoire et le balkaniser du pays. Kabila ne parle pas de quelque chose de nouveau. C'est un plan qu'il connaît, c'est un plan qu'il maîtrise. Ils l'ont activé, ils sont en train de se rendre compte qu'on est en train de mettre fin à toute cette manœuvre-là. Il dit, si on change la constitution, on risque de soudaniser le pays. Ça veut dire, nous allons multiplier des groupes armés qui vont opérer sur tout le territoire congolais pour rendre le territoire congolais dysfonctionnel. Peut-être pas divisé, mais on va le rendre dysfonctionnel. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Et quand le territoire est dysfonctionnel, il bénéficie aux pays voisins, aux États voisins. Kabila, tosala yo nini? Oya, Oyiba, tu t'es enrichi. Est-ce que tu peux pas nous laisser en paix une bonne fois pour toutes? Bye. Lors de sa dernière sortie médiatique, une question a été posée au président sortant, à l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Est-ce que la RDC est en proie à une menace de balkanisation? Quelle a été la réponse du président Kabila? Il dit, balkanisation, je ne pense pas, mais je penserais plutôt pour une sorte de soudanisation. Est-ce le président Kabila a-t-il tort ou peut-il avoir raison? Là, j'aimerais interpeller ceux qui sont aux affaires maintenant. Nous constatons que alors que des pans entiers du territoire national sont sous la rébellion, près de 10 000 personnes sont sous le contrôle de la rébellion à l'est. À l'ouest, les gens s'agitent pour faire la promotion d'un prétendu changement de la constitution parce que le chef de l'État aurait une mission. Ces gens n'ont même pas songé à ceux qui sont à Kiwanja, à Kishiche, à Bunagana, à Nituri. Dans quelles conditions ces gens vivent-ils? Ça, c'est une façon de narguer ces populations pour dire que tout ce qui compte pour nous, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Vous, à Goma, vous pouvez bel et bien rester là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. On s'en tape la queue. Ils ignorent, ils font même fi de l'article de la Constitution qui vous dit vous ne parlez même pas de révision en temps de guerre ou en temps d'état de siège. Mais tenez, regardez. Si l'actuel gouvernement veut faire un forcing, aller vers un référendum, alors qu'il y a des pans entiers du pays qui sont occupés, des endroits auxquels ils ne pourront même pas organiser le fameux référendum
pour avoir un troisième mandat, ça se passera comment? Vous allez pousser ces populations qui peut-être seront manipulées derrière à demander une autodétermination. Parce que la constitution que vous allez tricoter de manière sur mesure pour vos avantages n'auront pas d'effet sur eux, puisqu'ils n'auront pas voté, ils n'auront pas participé à ces référendums-là. En ce moment-là, vous allez pousser et les peuples, et ceux qui dirigent de l'autre côté, à entreprendre d'autres options. Qui ne vous dit pas qu'au lendemain de votre fameux référendum, et n'entameront pas de démarches pour l'autodétermination. Et si cela s'avérait, et que cette partie-là arrivait à demander une autodétermination, vous imaginez les risques que la RDC en cours? Il s'agira d'une implosion. Parce qu'il y a déjà des espaces en RDC qui ont des velléités sécessionnistes. En l'occurrence, l'espace Grand Katanga et l'espace Congo. Bon, maintenant que le Kivu aura son autodétermination, vous voyez les Katanga rester collés à la partie de la RDC qui sera du côté où l'on a donné un troisième mandat à un individu. Vous voyez la partie Congo accepter de faire partie de la RDC avec les tombacageurs? Je ne pense pas. Donc ce qui arrivera à la RDC, ça sera plus pire que le Soudan, parce que ça sera un éclatement en 3 ou en 4 pays. Juste pour l'intérêt des individus qui, arrivés à la fin de leur mandat, n'ont pas supporté de partir en paix. Or, la solution serait, dans cette situation, dans cet état de fait, d'enterrer la hache de guerre, convoquer tous les Congolais dans un dialogue, à éteindre un peu les poursuites, réunir tout le monde autour d'une table et baisser la température, faites un atterrissage en douceur, en 2028, organisez les élections, faites une passation de pouvoir pacifique, je pense que ça nous évitera cela. Mais si vous voulez faire un forcing, vous serez tenu responsable de ce qui va advenir à ces pays-là. J'arrête la caméra. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent
en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Si